Bonjour YouTube, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui est complètement ouf, qui est très très chaud. Voilà, je vais vous le faire voir très rapidement. Google nous a menti, assez simplement, et on a un leak aujourd'hui des données Google, de l'algorithme Google. On va enfin savoir quels sont les facteurs de recherche de Google officiellement, parce que c'est sorti et ça a leaké. Donc on voit cette fois-là, Gary Illyes nous avait menti. Voilà, c'était en 2016, il nous disait qu'il n'y avait pas de domain authority. On l'a peut-être cru, eh bien il mentait. On a retrouvé les facteurs. On a aussi Gary Illyes sur Reddit qui nous disait voilà, à l'époque, il n'y a pas de CTR, il n'y a pas de dwell time, il n'y a pas de tout ça, c'est n'importe quoi. Les parties sur la SERP, les métriques sur la SERP ne comptent pas. Il nous mentait. Et enfin, John Mu qui nous a dit en 2019, il n'y a pas de sandbox, c'est un concept qui n'existe pas. Et ben, il était en train de nous mentir là aussi. Et on va voir comment tous ces facteurs qui sont ressortis de la part de Google, on peut les retrouver, les exploiter et les utiliser pour améliorer son SEO assez simplement. Et enfin, voilà quoi. Rétablir la vérité là où Google nous a menti. Donc voilà, je vous enverrai l'article. L'article est complètement ouf. C'est un article qui a été fait par iCoolRank avec un gars qui s'appelle Mike King qui est très très bon, je trouve. Si jamais vous voyez des conférences de sa part, vous allez voir, c'est une dinguerie. Il rigole zéro. Première chose intéressante, il y a 14 000 facteurs de ranking. Là où avant longtemps, moi je disais il y en avait 200, c'était un peu la légende. Là on est à 14 000, donc on est quand même sur quelque chose d'autre. Ça ne représente pas tous les facteurs de ranking. On ne sait pas à quel point est-ce qu'ils sont importants et à quel point ils sont encore utilisés ou non. Mais on est dans une situation où on a beaucoup de facteurs de ranking et on a pas mal de trucs qui sont intéressants. On va essayer de déduire un peu, ou du moins Mike a essayé de déduire, on va le faire avec lui, la situation, pourquoi les noms qui sont utilisés et à quel point est-ce que c'est impactant. Première chose, Domain Authority. Donc là, voilà, on a clairement un facteur qui s'appelle Site Authority. Assez simple, hein, voilà. On disait toujours, il n'y a pas de overall Domain Authority. Site Authority, c'est quand même un peu ce facteur-là. Donc c'est un facteur qui existe. On est content, c'est prouvé. Voilà. Au niveau, alors voilà, ils disent on n'utilisait pas les clics de ranking. On n'utilise pas les clics dans les SERP. On n'utilise pas le CTR, en fait, pour savoir est-ce que les résultats sont importants ou pas. Et Gary a menti donc plusieurs fois en disant ça. La réalité, c'est qu'ils utilisent le CTR assez simplement. Comme on peut le voir, il y a plein de facteurs différents. Il y a les bad clics, good clics, lag long-stayed clics, unsquashed clics, unsquashed impressions, etc. Assez simplement, les unsquashed clics, unsquashed impressions, c'est les signaux de spam. Et c'est pour savoir si on est en train d'avoir, par exemple, une explosion de clics ou une explosion d'impression, ce qui pourrait être un signal de spam ou d'irrégularité. Et donc, c'est des signaux qui permettent de moduler l'algo. Mais il y a quand même clairement des signaux au niveau bad click, good click et lag long-stayed clics qui permettent de savoir si les utilisateurs sont en train de venir sur votre site depuis la SERP, s'ils sont en train d'y rester, etc. Donc, c'est vraiment des facteurs desquels on parle depuis plusieurs semaines. Et là, cette fois, c'est des facteurs qui sont prouvés. Donc, c'est cool de savoir qu'enfin, on ne se basait pas sur du vide quand on parlait de manipulation, etc. C'est une réalité et on le voit directement dans les facteurs qui ont leak. Il nous parlait de sandbox. On se demandait est-ce qu'il y a une sandbox ou pas. La réalité, c'est que oui, il y a une sandbox. Typiquement, alors attends, où était le facteur sandbox, tac, 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 il est là-dedans, je crois. Je ne sais plus où il est précisément, mais c'est sur l'âge du site. Et donc, c'est l'âge du site et il permet de savoir s'il y a un âge, quel âge a le site, et donc de savoir s'il est encore dans la sandbox ou pas en fonction de son âge, assez simplement. Ils disent, on n'utilise pas les signaux de Chrome. Voilà, Matt Cutts a dit, ça serait complètement fou qu'on utilise les signaux de Chrome, on ne les utilise pas, etc. On a découvert quand même il n'y a pas longtemps avec le trafic pop, par exemple, qu'il y avait de très fortes chances qu'ils utilisaient les signaux Chrome parce qu'on envoyait du Chrome à mort et ça réagissait très très bien. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit qu'en effet, il y a voilà, le nombre de fois que le site a été consulté par Chrome au niveau du site. Voilà, donc le nombre de sessions Chrome, ce qui veut dire que le trafic est important pour avoir un résultat final et un ranking final. Donc, un site avec énormément de trafic Chrome qui arrive, ça va lui donner un good signal all over sur toutes ses pages. Et donc, ça va aider. Conclusion, plus vous générez de trafic, mieux vous ancrez. Il y a un peu un cercle vertueux là-dessus parce qu'il y a un facteur qui est le facteur nombre de sessions Chrome total sur le site, qui est un facteur qui existe. Donc assez simplement, voilà la conclusion de Mike en milieu d'article. Là, on n'est encore qu'à un tiers de l'article, la vidéo va être complètement folle. En milieu d'article, c'est on ne peut pas les croire, assez simplement. Ils mentent, dès qu'on se rapproche de la situation, ils mentent. Mais ensuite, on a petit à petit, on commence à rentrer dans le dur. Donc là, il y a toute une partie sur les noms internes, sur les algos, etc., qui étaient sur un leaker, un whistleblower, un lanceur d'alerte qui était sorti chez Google. Et ensuite, il y a des parties qui sont intéressantes. Donc là, on a la partie sur comment ça fonctionne un peu. Donc, on a le système de crawling, le système d'indexing, de rendering, de processing et de ranking.
et de serving. En gros, ça, c'est un peu tous les systèmes qui existent, voilà, classiques. Le crawler, c'est pas super intéressant parce qu'en fait, on sait comment plus ou moins ça fonctionne. Le système d'indexing, ce qui est intéressant, il y a un concept qui m'a explosé le cerveau, c'est le seg indexer. Donc, en gros, le seg indexer, il y a le système interne d'indexing qui met les pages dans l'index. Donc, elle met les pages dans l'index, c'est OK, simple et classique et efficace. Et ensuite, il y a le système seg indexer qui permet d'avoir différents tiers d'index. Et donc, il y a 3 tiers d'index. Il y a l'index primaire, index secondaire, index tertiaire, qui sont 3 niveaux de qualité d'index. Index primaire, c'est le top index. En gros, c'est l'index qui va être le plus consulté dans la meilleure des situations, etc. L'index secondaire, ça va être l'index qui est cette fois un peu moins consulté, un peu moins important, gardé sur des disques durs un peu moins réguliers, etc. Et en index tertiaire, cette fois, on aura les index qui sont mis sur des disques durs qui sont peu consultés, etc. Donc, c'est un index qui est vraiment pas pris en compte par Google, très peu près. Au niveau, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau ranking? Donc là, il va y avoir un côté qui va être super intéressant. Je me suis pas super intéressé au côté serving, notamment, voilà, il y a un truc qui pourrait être intéressant sur les snippets. Mais honnêtement, je trouve pas ça dingue. Je trouve que le côté ranking est complètement fou et ultra intéressant. Il y a le côté, le ranking Mustang. Donc ça, c'est l'algo Mustang. C'est l'algo qui permet de ranker de manière primaire les pages. Donc là, voilà, on a le ranking serving system. C'est le premier, c'est le corps, en gros. C'est le cerveau de Google. Et derrière, il y a plusieurs... donc, il y a un premier algo dans Mustang qui s'appelle Ascorer, qui est l'algo qui passe avant que tout le reste passe. Et donc ça, à mon avis, Fabien Rakidel, il en parlait souvent et il disait une page, si tu l'envoies et que tu lui mets juste un title sans contenu, tu vas avoir ce qu'on appelle la première indexation. Et ça, c'est la première indexation, à mon avis. C'est quand tu vois une page simplement telle qu'elle, avec URL, de site d'autorité, en gros, title, sans avoir d'ajustement derrière au niveau du contenu, etc. Donc ça, c'est une composante de Mustang qui est le cerveau de Google. Et ensuite, derrière, il y a Navboost. Navboost, évidemment, c'est le CTR, c'est les comportements sur la SERP, c'est les comportements sur le site. Et si le site a des bons comportements, eh ben on le booste. Assez simplement, c'est Navboost. On a un Twiddler, donc on va voir après ce que c'est qu'un Twiddler, mais on a un facteur qui s'appelle un modulateur qui s'appelle Freshness. Donc, est-ce que le site est frais? Si c'est frais, on booste. Hop là. Donc assez simplement, on a un boost à la fraîcheur qui est maintenant officiel à 100%. Il s'appelle Freshness Twiddler. Voilà, chez Google, on peut le connaître, on connaît le nom. Et donc, voilà, ça c'était les choses qui étaient intéressantes. On va parler des Twiddlers. Qu'est-ce que c'est qu'un Twiddler? Un Twiddler, c'est ce qu'on va appeler en français un modulateur. Et donc, ça va moduler le ranking. Assez simplement, Google va nous donner un ranking avec notre contenu, etc., etc. Elle va nous dire ton ranking alors qu'il est à un instant T. Tu as un ranking de 100, par exemple. Et ensuite, donc on va dire, allez, 5e position. Et ensuite, il va appliquer des modulateurs. Et donc, modulateur de fraîcheur, est-ce que ton contenu est particulièrement frais? Si ton contenu est particulièrement frais, hop là, on augmente un peu ton ranking. Et là où tu étais 5e, bah, peut-être qu'on va te passer 4e. Si ton score total finit par être meilleur que le 4e. Pareil sur le Navboost. Est-ce que tu as des bons signaux utilisateurs dans les SERP? Est-ce que tu as des bons signaux utilisateurs dans ton site? Si c'est le cas, eh ben, on va te passer de 5e potentiellement à 4e. Donc, c'est une composante qui va venir en plus de l'algo principal. Donc l'algo principal, il fait le travail. Et ensuite, on a une deuxième composante qui va venir moduler ça et très légèrement l'améliorer ou le dégrader. Ce qui est aussi possible, on va le voir après. Donc là, on a les Twiddlers. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. On a Real Time Boost. Donc Real Time Boost, on sait que quand on envoie du pop, par exemple, en très grande quantité sur une page, elle rentre très très bien en général en temps réel, donc pendant une petite période. Et donc là, le Real Time Boost, il est sûrement présent. Quality Boost, je crois que c'est lié à Panda. Voilà, Re-Ranking Boost ou des Motion Calculation. Donc, Quality Boost, il y avait un truc sur le contenu et la qualité. Et je crois que le Quality Boost, il servait à dégrader, justement, à l'instar de ce que faisait la HCU. C'était pas un vecteur qui servait à améliorer la situation, mais à dégrader la situation. Plus ton contenu est de mauvaise qualité, plus on va dégrader ton ranking. C'est pas parce que tu as un contenu de fou furieux que tu vas pouvoir améliorer ton ranking. C'est plus un ranking qui dégrade. On continue. Il y a des trucs qui sont trop intéressants, c'est complètement ouf. Il y a des trucs sur le fonctionnement de Panda. Et il y a notamment un algo qu'ils ont appelé, enfin une feature qu'ils ont appelé Baby Panda, ou Mini Panda, je ne sais plus exactement, qui serait très sûrement la HCU. Donc la HCU serait une composante de Panda, ce qui fait sens honnêtement, mais qui est complètement ouf à voir et qui est assez intéressant de se dire qu'en fait la HCU c'est juste une surcouche sur Panda, une nouvelle couche de Panda, une nouvelle modulation de Panda, qui est un algo qui sort de 2012 et qui était le premier algo sur le contenu, en fait, qui venait dégager tout le contenu de mauvaise qualité assez simple. Les auteurs, moi, c'est un truc, putain, ça me fait chier de le lire maintenant parce que les auteurs, c'est un truc que je croyais pas trop.
Les auteurs, je pensais que c'était vraiment uniquement lié à la sémantique et potentiellement un petit peu à du knowledge graph et de l'entité. La réalité, c'est que en effet, Google, il prend les auteurs. Il regarde les auteurs. Il y a une fonction qui s'appelle auteur et qui permet de lui extraire les auteurs. Donc le EAT avait un peu raison sur ce côté-là. Et un truc qui est intéressant, je vous en parlais au niveau des entités. Typiquement, il y a aussi un truc qui s'appelle « Est-ce que l'auteur est une entité ?» Assez simplement, il va regarder si l'auteur il fait partie du knowledge graph. Si l'auteur fait partie du knowledge graph, il va dire que l'auteur est une entité. Et là, ça va venir moduler encore une fois les rankings. On se doute bien que si on met des auteurs en tant qu'entité, ça va venir moduler les rankings de manière positive. Donc peut-être que voir en fait dans vos articles un truc du genre, l'article a été écrit par tel auteur qui, on sait dans le knowledge graph, va pouvoir booster votre ranking. Donc ça, c'est super intéressant. Et là, on va partir sur une partie qui est aussi extrêmement intéressante, qui est la partie de qu'est-ce qui dégrade vos rankings. Et donc, on a le mismatch des liens. Le mismatch des liens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un lien qui pointe depuis page A vers page B et qui n'est pas cohérent. Donc, en fait, on a une encre qui n'est pas cohérente pour pointer vers la page B depuis la page A, etc. C'est pas logique pour un utilisateur, en gros, de cliquer sur ce lien depuis cette page A et d'arriver sur cette page B. L'encre, le lien n'est pas pris en compte. Donc, voilà. Assez simplement, si on a un problème d'ancrage et de matching de contenu à contenu B, eh ben, le lien n'est pas pris en compte. On a aussi plusieurs choses. On a sur la navigation aussi, et donc l'expérience utilisateur, on a aussi des choses qui ont du dégradage de ranking. Donc, si il y a des pages qui ont 0 signe utilisateur, je pense qu'elles ont des gros dégradages de ranking. Et c'est de la nav demotion. Il y a aussi de la SERP demotion. Donc, en gros, c'est le cas si votre page, elle a un très bon CTR, boum, pic de ranking, un très mauvais CTR, descente de ranking. Et le nav demotion, c'est la même chose sur la page. Donc, si vous êtes sur votre page et que là, par exemple, je clique des liens internes, hop là, à droite, à gauche, et ben, je vais pouvoir naviguer sur la page et j'aurai un boost au niveau du site et au niveau de la page parce que j'ai des bons signaux de navigation dessus. Il y a une démotion, donc une dégradation des rankings qui a été faite sur les exact match. Donc, c'est ouf parce qu'on parle souvent des exact match. On a l'impression que les exact match sont en train de revenir en ce moment. Bah, sachez qu'il y a un vecteur, un facteur chez Google qui fait qu'ils disent que les exact match sont moins bons que le reste et donc ils les dégradent en termes de ranking et ils leur font une petite dégradation et ils leur enlèvent le boost qu'ils pourraient avoir. Donc, c'est pas mal. C'est assez intéressant de savoir que ça parce qu'en fait, on sait que Google, ils ont le côté ancrage et donc quand ils ont un bon ancrage, ils vont surranker et donc ils ont essayé de parer ça en mettant des matchs. Les exact matchs sont légèrement dérankés. Ils ont aussi plusieurs choses. Donc voilà, product review, ça c'est typiquement ils ont fait plusieurs updates en 2023 sur les product review et ils ont de la demotion, donc de la dégradation de ranking sur les product review et ils en ont aussi sur certains liens et sur du porn. Le porn, on s'en doutait bien, ça c'était un truc habituel. Et sur les autres liens, on va voir ensuite ce que ça dit. Et alors là, voilà. Là, c'est complètement fou. Bon, déjà, il nous disait il n'y a pas longtemps, les liens sont plus aussi importants qu'avant. Bon, en vrai, c'est très important. Mais ça, c'est le truc duquel personne n'a jamais parlé et on n'a jamais réussi à l'identifier. La valeur de votre lien, elle est différente en fonction du tiers de votre index. Je vous le redis tranquillement en vous l'expliquant. Si votre page, elle est dans l'index primaire, donc le meilleur index qu'on a décrit tout à l'heure, et que le lien est ici, eh ben, le lien aura plus de valeur. S'il est dans l'index secondaire, qui est un peu moins important, elle aura moins de valeur. Et dans l'index tertiaire, forcément, elle n'en aura quasiment pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qui est dans l'index primaire? Ça, c'est la bonne question. Eh ben, Google News, par exemple, on s'en doute, ça va être majoritairement de l'index primaire. C'est du validé un peu à la mano. Et c'est genre, il y a de la fraîcheur, c'est des trucs qui ont été mis en tant que haute qualité. On sait, ça a été défini par Google. Donc, par exemple, tout ce qui est Google News, ça va être de l'index primaire. Donc, c'est des liens qui sont comptés à 100%. Là où on a des fois des sites qui vont être filtrés, par exemple, ça c'est très sûrement de l'index tertiaire et ça c'est très sûrement des sites qui vont avoir des liens sans valeur, etc. Donc c'est assez ouf de se dire qu'il y a une question de différents index. Je ne sais pas encore identifier comment faire pour identifier qu'une page elle est dans un index primaire, secondaire ou tertiaire, mais par exemple on pourrait voir un modèle de pricing de liens qui se ferait en fonction de l'index sur lequel est votre page. Si on arrive à un moyen d'identifier ma page est dans l'index secondaire, donc elle va valoir, on va dire, 20% de plus, index primaire 50% de plus, index tertiaire, elle ne vaut rien, etc. Ça serait complètement ouf pour le marché de la vente de liens d'arriver à identifier ça. On a aussi des trucs sur la vélocité d'ajout de liens. Donc ça, c'est des critères dont on a souvent parlé. Et en fait, assez simplement, c'est en fonction de votre site. Et donc, si on fait des gros pics en achat de liens, les pics ne sont pas comptés et ils sont passés en mode spam et ils sont passés en mode on les passe à la démotion, donc on dégrade la valeur de ces liens. Et donc, on a vraiment la réalité on sait que maintenant, envoyer des liens en forme de gros pics, ça a un côté où ça se fait négliger pas mal. Et donc, il y a plusieurs choses. Ça veut dire que, par exemple, les startups qui font des entrées explosives et qui prennent 500 liens, 1000 liens dans les premiers jours,
potentiellement, elles vont pas pouvoir garder toute la puissance de ces liens ad vitam aeternam, et donc leurs liens n'ont pas tous la même force. Maintenant, si elles continuent de prendre des liens et qu'en fait elles maintiennent cette vélocité, eh ben, les liens, on va se dire que c'est cohérent, et dans ce cas-là, c'est OK. Le tout, c'est la cohérence et de vitesse d'acquisition de liens, et c'est la chose la plus importante. Et donc, ça veut aussi dire que typiquement, donc il y a des phrases qui sont dégradées, donc typiquement, à mon avis, les trucs du genre Viagra, Cialis et tout. Quand vous l'utilisez en encre, votre lien ne compte plus parce qu'en fait, c'est une manière de capter que vous êtes en train d'essayer de faire du spam. Et donc, il y a vraiment une question au niveau du spam et au niveau des encres. Et au niveau de... J'avais un truc en tête encore sur la vélocité. Voilà, si je repense à Paul Vengeon, par exemple, qui a pris 100 liens dans la journée sur des encres un peu spammy parce que les gens voulaient attaquer son site. Au final, ça n'a juste pas eu d'effet comme on le supposait et comme ça avait été identifié. Et donc là, on a la confirmation avec les facteurs de ranking de Google. Ensuite, on a le crawl change rate URL history. Assez simplement, combien d'instances de votre site Google garde en mémoire. Il garde énormément d'instances de votre site, mais en gros, à chaque fois que vous faites un changement, il va garder la version précédente et la nouvelle version. Et il en garde jusqu'à 20. Donc, c'est le calcul qui a été fait et c'est ce qui est marqué ici. Grosso modo, il peut garder jusqu'à 20 différentes versions de votre site pour pouvoir avoir une vision d'ensemble de votre site et de qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur vos pages. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Google, en gros, ça peut répondre un peu à la question de jusqu'à combien de changements est-ce qu'on peut faire. Sachez que voilà, tous les 20 changements commencent à écraser les changements précédents en termes de mémoire de l'algo. Et donc, c'est assez intéressant de se dire, bon, bah voilà, on peut voir que Google, toutes les 20 versions, il garde que les 20 dernières versions. Donc, si vous faites un changement, si par exemple, vous ramenez un site post-Wayback, ça peut être intéressant de se dire qu'il y a un moment où la version Wayback va gicler et sera plus disponible dans les 20 versions. Peut-être que ça aura un impact, je ne saurais pas dire. Pour rester sur le lien, un truc qui est encore super intéressant, le PageRank de la homepage, donc la valeur, la puissance de la homepage est corrélée avec chacune de la puissance des pages du site. Donc, si votre page interne a une autorité qui est, on va dire, 10 fois supérieure à la homepage pour une page, mais que ce n'est pas le cas des autres pages, c'est ce que je viens de faire sur un client e-commerce qui avait par exemple envoyé énormément de liens sur une URL qui n'était pas de sa homepage, mais une de ses catégories, et bien sachez que envoyer des liens sur sa homepage, ça bénéficie à tout le site. Au-delà de la transmission du PageRank en interne par les liens internes, ça bénéficie vraiment à tout le site avec simplement le côté, la valeur du PageRank de la homepage, elle est attribuée avec toutes les pages. Donc assez simplement, vous êtes sur un domaine Amazon.com, votre page, elle n'est pas du tout linkée parce qu'elle est extrêmement lointaine. Et bien comme vous êtes sur le même domaine, vous avez la valeur de la homepage, vous prenez de la puissance de la homepage automatiquement. Et ça, c'est assez ouf. Moi, je pensais qu'on était vraiment sur une circulation de PageRank interne et que la homepage, elle était juste une page comme les autres. C'est pas le cas. Il a vraiment un côté... On calcule le PageRank de la homepage et on l'associe avec chacune des pages. Donc, envoyer des liens sur la homepage, c'est suffisant, à mon avis, parfois. Il y a aussi toute une partie de trust. Donc, ça, intéressant de se dire, peut-être un retour du trust flow de chez Majestic. Et on a un côté, voilà, il calcule la fonte moyenne. Donc, est-ce que votre page, elle contient beaucoup de gras, en fait c'est le weight voilà, de la fonte en moyenne de vos polices. Et donc, plus votre page, elle contient de gras, on ne sait pas ce que ça fait, mais on sait qu'il y a un facteur sur est-ce que votre page, elle contient beaucoup de gras ou pas du tout. Je pense que ça veut dire que si votre page contient pas mal de gras, elle a un petit boost. Ça veut dire que vous avez bien graissé vos termes. Et il y a un truc sur la font size, donc la taille de la fonte sur les encres de liens. Et donc, ouais, voilà, font size. Et là, encore, ok. Donc, en gros, typiquement, si vous avez grossi la taille de vos liens, par exemple, eh ben, il y a quelque chose qui est déclenché et ils sont utilisés directement dans le encore. Je pense que ça, should me use it, in serving, je crois que c'est lié au rich snippet et donc aux sitelinks. Et je pense que si votre font est particulièrement grosse sur vos sitelinks ou quelque chose comme ça, ils ne peuvent pas être utilisés en sitelinks. Ce qui expliquerait plusieurs choses, ça expliquerait notamment pourquoi c'est toujours le sommaire, très souvent le sommaire qui est pris en sitelinks, parce qu'il est utilisé depuis le sommaire qui n'est pas mis en gras ni rien, donc voilà, ça serait intéressant d'avoir ça. On a un petit facteur aussi sur Penguin où ils disent que la valeur des liens locaux est diminuée, donc en gros Penguin affecte aussi le linking interne, assez simplement. On ne saurait pas dire exactement comment, etc. Mais on sait que Penguin a un impact sur le linking interne, sachant que Penguin, il targetait spécialement les encres et le spam. Et je ne pense pas qu'il y ait jamais eu de cas de problème d'encre, mais peut-être que si on suroptimise massivement les encres en interne, on a un problème. Je pense juste que c'est plus pour le spam interne que Penguin est problématique. Et ils ont dû réutiliser les mêmes algos qu'ils avaient développés pour l'externe, un peu sur l'interne. Jamais il n'est parlé de disaveu.
Donc, moi qui suis un fervent défenseur de il ne faut jamais désavouer, je pense que c'est très intéressant parce qu'en fait, ça continue d'aller là-dedans. John Muller nous l'a dit aussi, mais John Muller est un menteur, donc malheureusement, on ne va pas pouvoir le croire. Mais en gros, le désaveu, à mon avis, n'est pas quelque chose qui est intéressant. Il ne faut pas y aller. Les documents sont réduits, donc assez simplement, il y a une limite maximum de caractères, de mots que Google peut process. Je ne sais pas combien elle est précisément, c'est mis en token ici, donc on ne pourra pas le dire exactement. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut mettre le contenu le plus intéressant et le plus important dès le début de votre page. Je l'ai souvent dit avec la pyramide inversée, mais là, c'est genre vraiment, vraiment important parce que dès que Google tronque votre document, si le contenu important est dans la conclusion, il ne sera pas pris en compte. Donc, tout le plus important, toujours au top. Ça, c'est vraiment confirmé par les systèmes Mustang, donc le cerveau, le cœur de ça, de l'algo. Et peut-être que même l'auteur, d'ailleurs, au début, c'est un truc qui pourrait être intéressant parce que je ne sais pas si l'auteur est pris en compte s'il est à la fin de la page. À voir, on n'est pas sûr. Le contenu court, il a un score d'originalité. Donc, en fait, on se demande, est-ce que le contenu court, voilà, il est score sur son originalité? Est-ce que le contenu court est un contenu original ou non? C'est un truc qui est assez intéressant parce qu'en fait, c'est pas le cas sur les contenus longs. Ça ne marche que sur les contenus courts. Ok, pourquoi pas. Les titres de page sont mis en matching. Donc, en gros, il y a un comparatif requête-titre. Donc, le title, c'est une balise qui est suroptimisée, qui doit être suroptimisée. C'est Google qui l'a décidé dans les facteurs. C'est ce qui nous révèle. Si on est très proche du title, si le title est très proche du mot-clé, ça rentre mieux. Assez simplement, voilà, c'est très simple. Ça, c'était pas très intéressant. Les dates, c'est toujours un truc sur lequel on s'est beaucoup battu et je pense que c'est très intéressant d'avoir beaucoup de dates. Il y a 3 grands systèmes de dates qui sont mis en valeur. Voilà, il y a ça, la date. Donc, c'est la date qu'on dit définitivement, explicitement sur la page. Donc, c'est OK, c'est la date qu'il y a sur la page. On peut l'utiliser sur les snippets, etc. Si vous avez une date dans votre title, elle est prise en compte différemment. Donc, ça, c'est complètement intéressant de se dire que s'il y a une date dans le title, elle va être prise en compte à part et donc elle va venir agir en plus. Donc mettre des mois en automatique, des années en automatique dans le title, toujours très intéressant. Peut-être même le jour peut l'être si jamais c'est vraiment capital et qu'on est sur de la news ultra forte. Et je pense que ça affecte en l'occurrence le système des news. Et enfin, voilà, si on trouve une date dans le contenu, il peut les extraire et il peut en faire quelque chose de particulier. Donc, les dates, c'est vraiment quelque chose qui recherche et qui va venir prendre en compte. Et ça ne m'étonne pas, au vu du système d'entité et le knowledge graph, que les dates, ça soit un truc qui cherche à fixer parce que c'est quelque chose dans lequel on peut croire et qui est assez particulier. On arrive petit à petit à la fin, restez encore un peu. Il y a encore quelques infos qui sont intéressantes. La prochaine, c'est l'info de à quel moment est-ce que le domaine a été enregistré. Plus le domaine est vieux, mieux c'est. Et est-ce que le domaine a expiré? Donc ça, c'est intéressant. C'est le nombre de jours depuis la fois que le domaine a dernièrement expiré. Ce qui explique que remonter un domaine immédiatement après son expiration, c'est OK. Remonter un domaine 3 ans après son expiration, c'est pas OK. Ça permet d'avoir un truc et de se dire, quand on achète un expi, peut-être qu'il vaut mieux acheter des expis qui viennent tout juste d'expirer. Peut-être même que les snapper, c'est la seule solution qui est encore viable. Là où acheter des vieux domaines expirés, ça ne marchera pas. Si on a plus de 50% de vidéos sur le site, ça réagit différemment. Bon, ça, c'est pas une clé, mais bon, de savoir que des trucs comme Vimeo, comme YouTube, etc., ils ont un algo qui est différent pour eux. Ça se comprend. Tout ce qui est Your Money, Your Life, c'est scoré à part. Donc ça, c'est vraiment une confirmation qu'on a. C'était un peu de la légende de 2018. Medic et tout ça, il y a le Your Money, Your Life qui sont pris en compte. Et là, on a vraiment la confirmation. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on a qui est intéressant? On a pas mal d'autres trucs. On arrive petit à petit à la fin. Il y a un facteur qui dit est-ce que le document a été en gros réfléchi, annoté, amendé, bref, noté, annoté par un humain ou par un robot. Et ça permet de savoir. Et le document s'appelle Golden. Donc en fait, je pense que ça, c'est le côté manuel de l'algo. Et c'est là où il note directement ce site-là, on le booste, ce site-là, on le dérange, ce site-là, on le booste, on le dérange. Et ça permet de voir si c'est du human label. Et donc, c'est cool parce que ça permet de savoir si c'est des trucs qui ont été faits manuellement ou non. Voilà, la partie sur l'embedding, c'est pas très intéressant. Ça, c'est complètement ouf. Ils ont avoué officiellement qu'ils avaient démonté les blogs, les petits blogs. Et donc, ça, c'est trop intéressant parce que c'est juste savoir si le site est un site perso, il le détecte, il le notifie, il le met de côté. Peut-être qu'à l'heure qu'il est,
Google est simplement en train de dire tous les sites qu'on considère comme des sites perso, on les éclate. Et donc, ça déciderait pourquoi l'édition de sites est devenue de plus en plus compliquée avec nos petits moyens. Là où des sites corpo, des gros sites d'entreprise, ils sont pas là-dedans, et hop là, ils passent à travers. Donc, on ne sait pas si c'est utilisé comme ça, mais possiblement, Google est en train de volontairement éclater et déranquer les sites de petits éditeurs. Voilà, là on retrouve le côté Baby Panda. Donc Baby Panda, c'est peut-être le helpful content, comme dit Mike, c'est assez intéressant. Et on arrive à la fin. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était ultra dense pour moi et ultra longue à tourner et ultra intéressante parce qu'il y a trop de choses qui sont intéressantes là-dedans. Et voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir, que ça vous fait une belle liste de facteurs et que vous allez pouvoir exploiter ça pour pouvoir ranker mieux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne analyse de ce petit facteur et de ce leak. Et j'espère que vous allez pouvoir bien en profiter pour pouvoir aller ranker plus fort et comprendre encore mieux Google et le SEO.